Donc bonjour à tous. Tout d'abord commencer par vous dire que c'est un plaisir d'intervenir aujourd'hui pour ce colloque qui est destiné à déconstruire les stéréotypes à l'école, et vous dire également que je représente donc le laboratoire SPNS et donc le laboratoire de sociopsychologie et management du sport. Le plan de l'intervention, on va commencer avec des concepts théoriques contextualisés à l'école, en s'appuyant dans un second temps plus particulièrement sur des apports psychosociaux à travers donc les mécanismes liés à la menace du stéréotype et plus particulièrement également les apports empiriques liés au genre, avant de se poser plusieurs questions qu'on essaiera d'illustrer avec des cas concrets, notamment un en rapport aux mathématiques et aux sciences et un autre en rapport au sport, avant de conclure autour de perspectives et d'actions qui pourraient être menées aussi bien à l'école que dans le domaine du sport, avec un débat éventuellement à la fin de la présentation. Donc au niveau théorique, le stéréotype, on l'a bien défini tout à l'heure, mais tout simplement redire que c'est un terme qui a été introduit pour décrire des images dans la tête. Donc on voit bien l'illustration. Une des définitions qui peut faire consensus est celle de Lyens, Iserbyt et Chadron en 1994, à savoir que les stéréotypes peuvent être considérés comme des ensembles de croyances partagées à propos de caractéristiques personnelles et donc généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements propres à un groupe de personnes. Ceci étant indissociable de la théorie de la catégorisation sociale qui nous dit tout simplement que le simple fait de percevoir un individu comme membre d'une catégorie, d'un groupe ou d'un ensemble social, suffit à activer automatiquement des croyances stéréotypiques qui sont donc liées à ce groupe. Tout à l'heure, on a parlé de raccourcis mentaux, de schématisation. On est bien dans un processus qui engage finalement à ce qu'un membre spécifique d'un groupe, supposé essentiellement identique aux autres membres du groupe, soit traité en conséquence. Relativement au contexte de l'école, l'idée est de se dire que l'école et l'éducation de manière générale a pour vocation de promouvoir la mixité et l'égalité. Si on reprend le code de l'éducation, on confie donc notamment aux écoles, aux lycées et établissements d'enseignement supérieur la mission de favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, on l'a remarqué, on l'a souligné aujourd'hui, et il faut continuer de le souligner, il y a un travail de déconstruction qui doit perdurer, et finalement on se rend compte que les stéréotypes sont activés, y compris dans le domaine de l'école, que ça soit aussi bien dans la classe, que dans la cour, que dans les différentes institutions. Raison pour laquelle les plans académiques de formation incluent des modules donc sur les stéréotypes, mais également sur les violences sexuelles, sexistes, dont on a parlé tout à l'heure, à rajouter l'homophobie, le respect de soi et de l'autre, l'acceptation des différences et la liberté de choix, et ainsi que les médias et la loi. Alors je vous en ai parlé, si on s'intéresse plus particulièrement à la scène sociale de l'école et de la classe, aujourd'hui, on peut aussi également soulever plusieurs problématiques, qu'elles soient liées aux résultats scolaires, à la place de l'échec, à l'estime de soi, à l'infériorisation de réputation, le fameux « je suis un bon » ou « je suis un mauvais élève » ou « je pense être un bon » ou « je pense être un mauvais élève », et puis la motivation, à savoir par exemple l'investissement pour telle ou telle matière ou finalement l'investissement pour telle ou telle filière. En tous les cas, c'est des situations sur lesquelles la menace du stéréotype peut finalement croître. Et en tous les cas, c'est des mécanismes qui peuvent être très sensibilisés par toutes ces problématiques que je viens d'évoquer. De manière plus spécifique, les apports de la psychosociale par rapport à la menace du stéréotype, tout simplement, c'est l'étude d'une conséquence particulière de l'existence de stéréotypes. On va le voir, on va le décrypter tout à l'heure. De manière générale, c'est un impact psychologique,
un impact psychologique sur les individus qui sont donc la cible de la menace du stéréotype, et c'est un phénomène qui est observable aussi bien dans la vie de tous les jours qu'à l'école et que dans le sport. À titre d'exemple, la psychologie sociale a donc pour vocation d'étudier les modalités de construction de la menace du stéréotype, d'étudier les contenus, quels sont les contenus stéréotypiques sur lesquels la menace va affecter les individus, étudier également la nature et puis les fonctions de la menace du stéréotype, ce qui nous amènera à proposer quelques perspectives pour justement pallier à cette menace. Dire également que la menace du stéréotype dans le cadre universitaire a connu un essor assez conséquent. Depuis 1995 par exemple, on dénote plus de 400 études sur la menace du stéréotype dans les différents cadres d'analyse et articles scientifiques. Et donc l'engouement pour ce phénomène et ce concept de menace stéréotypique lui a donc valu l'appellation de classique moderne. On doit le concept de menace du stéréotype à Steele Aronson en 1995. Donc, à l'origine, ces deux chercheurs ont eu un intérêt pour les causes de l'échec académique de certaines minorités ethniques aux États-Unis. L'objectif était finalement de déterminer le rôle que pouvaient avoir les stéréotypes sur les performances en lien avec le stéréotype selon lequel les Afro-Américains seraient réputés moins intelligents que leurs homologues blancs. En l'occurrence, l'intérêt étant de déterminer ce qui pouvait affecter le comportement des individus et finalement comment une telle croyance pouvait avoir des effets sur les performances des individus. Donc de manière synthétique, je vais vous représenter l'expérience Princeps de Steele Aronson. Les participants, donc des étudiants noirs et les blancs de l'université de Stanford aux États-Unis. Alors j'ai précisé Stanford tout simplement parce qu'on peut partir du principe qu'a priori c'est une université plutôt cotée aux États-Unis et c'est des étudiants pour lesquels la confiance en leurs capacités académiques et intellectuelles n'était pas remise en jeu à l'origine et comme je vous le dis a priori. La tâche, un test comprenant 27 items d'une épreuve d'évaluation universitaire, le Graduate Record Examination, et la tâche, 3 items portant sur la résolution d'anagrammes difficiles. Pour ces 3 anagrammes, soit la tâche était présentée comme un test d'intelligence, soit la tâche était présentée comme un autre type de test, en l'occurrence qui n'allait pas faire référence à l'intelligence. Les résultats, on se rend compte tout simplement que dans la condition diagnostique, c'est à partir du moment où le test est proposé comme une évaluation des compétences liées à l'intelligence, et bien tout simplement les étudiants noirs obtiennent une performance moins importante que les étudiants blancs. Et ce qui nous intéresse ici, c'est bien de dire qu'à partir du moment où le test est présenté comme non diagnostic d'une compétence liée au stéréotype, et bien tout simplement, il n'y a pas d'écart significatif de performance. Ici, on a bien donc l'idée d'une menace du stéréotype à partir du moment où le test est évaluatif d'une compétence dite stéréotypique. En ce qui concerne les différents mécanismes, on peut se rendre compte que le stéréotype est mobilisé et c'est bien dans la comparaison d'un groupe A par rapport à un groupe B. En l'occurrence ici, l'illustration c'était par rapport à un groupe d'étudiants noirs et un groupe d'étudiants blancs. C'est un jugement éprouvé par les membres du groupe qui ressentent finalement une pression, une peur, et c'est la raison pour laquelle on dit que la menace du stéréotype a un impact psychologique et qui a donc par la suite qui va par la suite affecter le comportement des individus. La menace du stéréotype est donc déclenchée par le risque éprouvé par le sujet d'être jugé en fonction d'un stéréotype négatif lié à son groupe d'appartenance. On est bien ici sur la peur de confirmer une dite réputation liée au stéréotype. Et donc la menace du stéréotype, finalement, ne concerne pas seulement certains groupes sociaux particuliers, et c'est pour ça que la menace du stéréotype peut être activée dans la vie de tous les jours, et si le sujet parvient à diminuer la probabilité d'être jugé, il peut faire baisser la pression ressentie, et donc limiter la menace du stéréotype. On le verra en conclusion par rapport à cet effet, mais qui, en l'occurrence, dans les différentes recherches scientifiques, est quelque chose qui revient moins souvent. Lorsqu'on s'intéresse au modèle de Schmader, ce modèle, pourquoi je vous le présente? Parce qu'il est assez synthétique.
Et on a 3 pôles, le concept de soi, le concept de groupe et le concept du domaine d'aptitude. Je vous ai mis des plus et des moins. L'idée, c'est de dire qu'il y a bien une relation positive entre le concept de soi et le concept de groupe, c'est-à-dire qu'on peut croire à la bonne réputation de son groupe. On peut également se croire comme compétent dans un domaine d'aptitude. Par contre, la menace du stéréotype est effective à partir du moment où on pense qu'il puisse exister une relation positive. À partir du moment, finalement, où il existe une relation négative entre le concept de groupe et le concept du domaine d'aptitude. Donc, en situation de menace du stéréotype, bien qu'il existe une relation positive entre le domaine de soi et le domaine du concept d'aptitude, la menace donc s'instaure par rapport à cette relation négative, que l'on retrouve ici à travers le concept de groupe et le concept du domaine d'aptitude. Si on s'intéresse aux différents apports théoriques, alors je vous présente une vue d'ensemble. Il y a énormément, comme je vous l'ai dit, d'études qui portent sur la menace du stéréotype et notamment sur le genre. Donc on peut retrouver des études qui mobilisent le stéréotype selon lequel, par exemple, les femmes possèdent de moins bonnes aptitudes en informatique que les hommes. Les femmes possèdent de moins bonnes connaissances politiques que les hommes. Les femmes sont moins aptes à la négociation que les hommes, etc., avec différents protocoles et différents auteurs. Et puis, on retrouve également la menace du stéréotype, et c'est celle qui va nous intéresser ici à travers nos 2 cas, celle liée aux compétences mathématiques, avec un test présenté soit comme une mesure d'aptitude en géométrie ou en dessin, et puis une illustration également à travers une expérience menée dans le domaine sportif, et notamment au football, qui, dans ce domaine, est porteur d'une forte masculinité et qui est donc générateur de stéréotypes. Donc intéressons-nous aux différentes questions qu'on peut se poser avant d'enchaîner sur ces 2 illustrations. La conscience de l'existence d'un stéréotype, qu'il soit partagé ou non, peut avoir des conséquences inattendues. La question est donc de se poser quel est l'impact des stéréotypes de genre en contexte scolaire sur les performances réelles, qu'elles soient cognitives ou motrices. De même, sous prétexte d'appartenir à un groupe social stéréotypé, certains individus en arrivent à s'auto-handicaper, au point d'échouer dans certains domaines scolaires et sportifs, et ce à plus ou moins long terme. L'idée est donc de se poser la question, quelles sont les stratégies susceptibles d'atténuer ces effets néfastes? Donc la première expérience et la première illustration de manière synthétique que je voulais vous proposer, c'était celle de Huguet et Régnier, relativement aux performances liées aux tâches cognitives. Dans une première phase, ils ont sollicité des participants, 40 élèves, 20 filles et 20 garçons, d'une moyenne d'âge de 11 à 13 ans. Ces élèves, et je vous l'ai précisé ici, ça a son importance, ont une moyenne générale en mathématiques supérieure ou égale à 16 sur 20 au 2e trimestre, c'est-à-dire au moment où l'expérience est menée. Encore une fois, ici, on est en face d'élèves qui finalement ont un certain niveau dans ce domaine d'aptitude. La tâche demandée aux différents élèves est la reproduction d'une figure complexe. Les conditions de passation, dans cette première phase, la passation est individuelle. Et donc le test est soit présenté comme une mesure des aptitudes liées à la géométrie, soit comme un jeu de dessin. Et puis les mesures, il y a des attributions de score plus ou moins positifs ou négatifs en fonction de la bonne restitution du dessin, et le score maximum peut s'élever à 44 points. Donc les résultats nous montrent bien une trace du stéréotype. On voit bien ici la trace de la menace du stéréotype, puisqu'à partir du moment où le test est présenté comme une mesure évaluative des compétences mathématiques liées à la géométrie, on voit que les garçons obtiennent une performance, en l'occurrence un score plus élevé que celui des filles. Et à l'inverse, quand c'est un jeu de dessin, c'est les filles qui obtiennent des performances plus élevées. Donc ici, on voit bien qu'à partir du moment où la tâche est dite évaluative d'une compétence ou d'une autre, lorsqu'elle est liée au stéréotype, eh bien finalement la performance varie pour les 2 groupes mobilisés. Dans une deuxième phase, donc toujours des participants âgés de 11 à 13 ans, 454 sujets, dont 223 filles et 231 garçons, avec toujours une moyenne générale supérieure à 16 sur 20 en mathématiques. Même tâche,
reproduction de la figure complexe. Les conditions de passation, cette fois-ci, elles sont collectives. Une phase en conditions mixtes et une phase en conditions non mixtes, ça va avoir son importance. Et encore une fois, le test est présenté soit comme évaluatif des compétences liées à la géométrie, soit évaluatif des compétences liées au dessin. Les mesures, même système, attribution de points et un score maximum de 44 points. Les résultats nous montrent bien, encore une fois, la trace de la menace du stéréotype, avec encore une fois des performances qui sont plus élevées pour les garçons dans la situation géométrie et des performances plus élevées pour les filles dans la situation dessin. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que dans ces deux conditions, on était sur des classes mixtes, c'est-à-dire une situation au cours de laquelle il y avait potentiellement une mise en comparaison ou une mise, alors j'utilise des guillemets, mais une mise en compétition sociale. Alors que dans cette condition, eh bien, seules les filles et les garçons étaient séparés au moment du test, donc c'est non mixte, et on voit bien ici qu'il n'y a pas de différence significative par rapport aux résultats. Et donc l'idée ici, c'est bien de mettre en lien et de mettre en perspective l'effet de la comparaison sociale filles-garçons lors d'une épreuve diagnostique, encore une fois, de compétences stéréotypiques. On va s'intéresser maintenant à une expérience menée par Chalabayev, Sarin, Stone et Curie à propos des tâches motrices. Et donc c'est relié à une épreuve sportive. Les participants, 51 sujets, dont 51 filles, toutes pratiquent le football à l'école et en club. Encore une fois, ça a son importance, un certain niveau de pratique. La tâche proposée, c'est une épreuve de slalom, c'est-à-dire un parcours en dribble, balle au pied. Les conditions de passation, le test est présenté aux filles soit comme un test de capacité technique, soit comme un test évaluatif des capacités physiques. Et puis la mesure, c'est tout simplement le temps réalisé au parcours. Donc les résultats sont encore une fois liés au stéréotype. Alors si on s'intéresse à la condition contrôle ici, il n'y a pas d'évaluation, on se rend compte que c'est le meilleur temps qui est réalisé ici. À partir du moment où les compétences sont évaluatives du stéréotype, c'est-à-dire du stéréotype physique, qui sont des compétences généralement associées aux garçons, eh bien, les filles, c'est la période pendant laquelle elles mettent le plus de temps pour parcourir ce slalom en dribble. Et puis, ce score est moins élevé quand la tâche est évaluative de compétences non stéréotypiques. Ici, on a donc bien la mise en perspective de cette idée, encore une fois, de la menace du stéréotype en fonction du diagnostic porteur ou non de stéréotypes. Donc ce qui nous fait dire que les stéréotypes sont in the air, effectivement, c'est quelque chose qui plane dans l'air, c'est des représentations collectives, et en l'occurrence, elles sont reliées à la tâche, ce qui va générer donc, pour les individus qui en sont la cible, une peur de confirmer le stéréotype, une diminution des performances, comme on l'a vu par exemple avec ces illustrations, et puis une augmentation des pensées inférentes. On parle donc d'une baisse de la capacité de travail qui permet de résoudre une tâche difficile, qu'elle soit cognitive ou motrice. Et donc, l'idée ici est bien d'insister que y a souvent une mise en lien entre compétences et performance. J'insiste ici sur l'idée de dire que les performances sont peu dissociables de leurs conditions et de leur contexte socio et culturel de production, comme on a pu le voir à travers les deux illustrations. Toujours en s'intéressant au mécanisme et à cette idée que les stéréotypes planent dans l'air, ça va donc générer tout simplement des échecs récurrents, une conscience d'avoir une dite mauvaise réputation, par exemple les filles en sciences et les filles en sport. Ça va générer à plus ou moins long terme une baisse de l'estime de soi, une intériorisation du stéréotype, et puis enfin une baisse de motivation pour s'engager dans ces domaines. Derrière ça, on pourrait soulever plusieurs questions, si on avait eu plus de temps, à travers par exemple le plafond de verre, où les hommes sont surreprésentés au poste de direction, puisque les compétences associées aux dits managers sont plus proches des compétences stéréotypiquement associées aux hommes qu'aux femmes. On a également l'effet Pygmalion, avec cette idée que finalement les élèves vont se considérer comme des bons ou des mauvais élèves, et puis vont agir en conséquence. On a également cette idée d'autocensure, d'auto-handicap. L'idée est de se dire, par rapport à cette menace du stéréotype, quelle autre stratégie on peut adopter.
Alors heureusement, comme je vous l'ai dit en introduction, ça peut aussi avoir un effet positif, même si il est beaucoup moins relevé dans la littérature, en l'occurrence lorsque les stéréotypes négatifs font augmenter la performance. On parle d'un effet boost, on voit bien l'image, on parle également d'un effet d'ascenseur du stéréotype. Le stéréotype va conduire les individus finalement à performer ou à être plus compétents dans un domaine d'activité. L'activation d'un stéréotype, on pourrait rajouter négatif, au sein de la population cible peut conduire à une augmentation des performances de celle-ci. En l'occurrence, on peut parler d'un effet boost à partir du moment où l'évaluation, peu importe les traits stéréotypiques à propos desquels les sujets sont évalués, le domaine semble pouvoir leur permettre de performer. Donc il y a l'idée vraiment ici d'un surpassement du stéréotype qui peut provoquer un effet boost. Derrière ça, il y a la théorie liée à la catégorisation sociale et à l'identité sociale, à travers l'idée que les sujets qui parviennent à booster leurs compétences mobiliseraient plus un versant d'identité qui soit personnel plutôt que social, à travers l'idée donc d'une auto-affirmation positive qui permettrait de contrecarrer le stéréotype. En conclusion, et ça peut donner aussi l'objet de différentes questions, et puis ça pourra alimenter peut-être le débat, l'idée de dire, et c'est l'objet de cette journée aujourd'hui, de déconstruire les stéréotypes de genre à l'école, c'est donc un travail de sensibilisation qui peut permettre de lutter contre les stéréotypes et par extension de lutter contre la menace du stéréotype. Donc tout simplement, lutter contre l'intériorisation des croyances stéréotypiques et puis dans un second temps, exclure une catégorisation porteuse de stéréotypes. On parle du genre, on pourrait également parler de la couleur de peau, de la nationalité qui pourrait finalement être porteur également et véhicule privilégié de stéréotypes. Insister sur les processus de renforcement par des dispositifs de sensibilisation aux stéréotypes. Alors ces sensibilisations aux futurs professionnels, aux enseignants, aux éducateurs, aux entraîneurs, puisqu'on a parlé du domaine sportif, aux différents acteurs associatifs, mais également aux parents. Ça rejoint cette idée de la formation, avec vraiment une prise de conscience qu'il y a effectivement une asymétrie des rôles combinée à la lutte contre les attentes différenciées selon le genre. Il y a donc bien finalement un apprentissage qui doit être fait par rapport à cette division objective, en lutte contre la maximisation des différences liées aux stéréotypes. Et donc l'idée d'une division objective des compétences limitant l'encouragement dans des comportements qui pourraient être conformes à une dite appartenance de genre. Et donc ça suppose un rééquilibrage des différentes compétences liées aux individus. En ce qui concerne l'apprentissage, se posait également la question du relais de l'idée selon laquelle les performances relèvent d'autres facteurs que de prétendus dons naturels. On a eu un petit débat tout à l'heure là-dessus et ça fait lien à ça, et qu'un apprentissage des évaluations doit être centré sur les compétences objectives, et donc c'est effectivement nécessaire, encore une fois, de lutter contre cette dite perception ou maximisation des différences. Et finalement ici, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment cette distorsion cognitive, peu importe les différences à l'origine. Faire évoluer également les méthodes et outils pédagogiques vers davantage de mixité et d'égalité, même si on l'a vu, la mixité ne permet pas de lutter à 100% contre les stéréotypes, mais en tous les cas, il faut quand même mettre en place des pistes d'action sur le terrain qui puissent aboutir à plus d'égalité et de mixité. Par exemple, pour l'enseignant, encore une fois, ça reste des pistes de recherche. Présentation de la tâche par l'enseignant de façon à ce qu'elle interagisse avec une identité sociale de l'élève qui lui soit favorable. En l'occurrence, favorable dans le sens non stéréotypiquement associé à une moindre aptitude. On est encore une fois sur l'idée de l'estime de soi, de la valorisation et d'une identité qui puisse être positive, en tous les cas sur laquelle les élèves puissent s'appuyer. Permettre également à l'élève de pouvoir se distinguer des autres membres de son groupe, en mettant par exemple l'accent sur une identité individuelle plutôt que sur une identité collective. Encore une fois, tout à l'heure, on a parlé de l'auto-affirmation de soi. L'idée derrière ça, de pouvoir se distinguer des autres, c'est aussi mobiliser peut-être une identité qui soit plus personnelle et plus favorable dans certaines conditions. Également mettre l'action
sur une identité acquise, et non par rapport à une identité assignée, une identité, on est fille, on est garçon, selon les nationalités, encore une fois, on peut ouvrir par rapport aux couleurs de peau. Mettre en place également des stratégies motivationnelles, puisque, on l'a dit, le stéréotype c'est quelque chose qui in the air, difficilement palpable. L'idée serait aussi peut-être d'agir en amont sur l'état d'inconfort psychologique que peut générer une évaluation, et donc se poser la place de l'évaluation diagnostique à l'école, même si à un moment elle semble incontournable, et puis encourager la vision selon laquelle la compétence est quelque chose de malléable et de construit. On est bien sur une construction des compétences, et les stéréotypes sont bien une construction sociale. Et puis enfin, tout simplement, peut-être générer plus de participation. En tous les cas, j'ai mis une action participative de la part des élèves au processus d'information et de sensibilisation. Je vous remercie pour votre attention.